posted record profits. The highest now made 9.5 billion. On peut dire que Shell a gagné la bataille pour devenir l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde entier. Non seulement Shell a l'expérience, l'argent ainsi que des opérations dans 140 pays, mais elle devient également chaque année plus grande, plus riche et toujours plus puissante. Tout a commencé en 1833, lorsque le jeune londonien Marcus Samuel a eu une vision. Plus tard dans son enfance, il avait déjà été envoyé par ses parents à l'étranger pour y travailler ainsi que soutenir sa famille dans le besoin. Tout ceci l'a fortement marqué et il a donc cherché un moyen de sortir de la dépendance financière de ses parents. La question de savoir comment un adolescent a pu se battre seul avec un seul rêve en poche contre des puissances mondiales et extrêmement influentes, eh bien, ça vous entraîne dans une histoire que vous n'oublierez sûrement pas de sitôt. Mark Samuel a certes posé la première pierre de son idée et y a investi beaucoup d'argent et d'énergie, mais il n'aura pas l'occasion de réaliser son projet jusqu'au bout malheureusement. Marcus Samuel a imposé sa vision à ses deux fils en leur faisant faire une promesse, mais ces derniers ont tout de même fortement hésité. Malgré cela, Shell est aujourd'hui l'un des groupes les plus riches du monde entier. Alors, que s'est-il passé ? La multinationale pétrolière a survécu à plusieurs guerres, crises pétrolières et scandales pour lesquels elle a dû investir plusieurs millions de dollars afin de pouvoir se maintenir à flot. L'histoire de Shell est marquée par des innovations ainsi que des progrès techniques, mais elle est également étroitement liée à des événements politiques ainsi qu'à de sombres affaires que nous allons vous conter aujourd'hui. Mais alors, qui était le fondateur et quelles visions l'ont fait avancer ? Comment une petite coquille a-t-elle pu donner naissance à une multinationale pétrolière ? Quelles sombres machinations sont liées à Shell ? Quels scandales ont conduit l'entreprise Shell à se retrouver sur le banc des accusés jusqu'à nouvelle ère ? Eh bien, préparez-vous pour un voyage dans les coulisses de Shell et découvrons ensemble la vérité au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer pour de bon, comme une goutte d'huile précieuse dans un monde d'innovation et de créativité, eh bien, tu peux nous aider à continuer à créer du contenu de qualité comme celui-ci, et ce en t'abonnant gratuitement, en laissant un like ou même un commentaire sur cette vidéo. Ton soutien, encore une fois, est comme de l'huile qui fait couler notre moteur, qui fait briller nos idées et qui maintient le moteur de notre créativité en marche. Alors, merci beaucoup et on compte sur toi. Notre histoire sur la naissance de Shell commence en 1833, avec un jeune homme nommé Marcus Samuel. Dès son adolescence, il a été envoyé à l'étranger afin de travailler pour l'entreprise familiale et soutenir financièrement ses proches. Cette expérience l'a, vous vous en doutez, fortement marqué. Après tout, il n'était encore qu'un demi-enfant. Devenu indépendant et visionnaire, il a ensuite commencé à avoir des opportunités pour le commerce mondial en Extrême-Orient. Cette vision ne le quitta plus et c'est ainsi qu'il mit toutes ses forces d'adolescent dans l'idée commerciale, plutôt bizarre à l'époque c'est vrai, d'emporter à Londres des coquillages d'Extrême-Orient. Ces coquillages étaient alors extrêmement appréciés par le peuple londonien en tant qu'article de décoration et même en tant qu'aliment exotique. Mais Marcus Samuel a rapidement remarqué qu'ils avaient des propriétés en fait bien plus rentables que cela. Il s'est donc spécialisé dans la fabrication de badges en nacre et son entreprise a finalement commencé à prospérer. Marcus Samuel sentait que ce n'était en fait que le début d'une grande idée commerciale. Un jour, alors qu'il était assis avec ses deux fils, Marcus et Samuel, il leur a parlé de sa vision de l'avenir. Il avait en fait l'énorme projet de créer une entreprise qui révolutionnerait le marché du pétrole ainsi que du gaz, et ce, en extrayant des matières premières, mais cette fois d'une manière bien plus écologique et plus efficace que tout ce qui avait été vu auparavant. Il voulait s'assurer que, s'il venait à disparaître, ses deux fils s'accrocheraient à sa vision et la réaliseraient en son nom avec toute leur énergie et leur âme. Ses fils devaient en fait continuer à vivre son rêve et le rendre fier à l'avenir. Cependant, les deux frères étaient relativement sceptiques, mais lui promirent néanmoins de suivre sa vision. Comme s'il avait pu être conscient de ces faits, Marcus Samuel est décédé très peu de temps après cette conversation, laissant au frère Samuel son entreprise d'importation de coquillages et sa vision commerciale de fournisseur de pétrole et de gaz respectueux de l'environnement. Mais ils ne se sentaient en fait pas capables de mettre en œuvre une vision aussi grande que celle de leur père et ont fortement hésité à tenir leurs promesses. Plusieurs nuits après, ils se sont assis ensemble sous le ciel étoilé, se plongeant dans de profondes discussions sur leur défunt père ainsi que ses projets d'avenir.
Ils ont commencé à comprendre qu'en tant que jeune homme inexpérimenté, il avait suivi son idée d'entreprise dans des circonstances extrêmement difficiles, sans même penser qu'il ne pourrait en fait pas forcément y arriver. Il avait été déterminé et avait travaillé dur toute sa vie, tout en marchant sur le chemin semé d'embûches qui a mené à son succès, et ce, sans jamais regarder en arrière. De plus, ils avaient fait leur promesse à leur père juste avant sa mort, et c'est ainsi qu'ils se sont relevés une de ces nuits et qu'ils ont décidé de vivre le rêve de leur père. Mais alors, imaginez une minute que vous ayez fait une telle promesse. Auriez pu vous sacrifier votre vie pour la réaliser ? Marcus et Samuel ont immédiatement été confrontés à un obstacle de taille. Le problème n'était pas seulement qu'à l'époque, le pétrole n'était utilisé principalement qu'à des fins d'éclairage et de lubrification, ce qui en fait entraînait une demande relativement faible, mais bien également que la Russie, de son côté, était déjà le principal fournisseur de pétrole avec un énorme gisement de pétrole de haute qualité, ainsi qu'un port stratégiquement situé. Il fallait donc faire mieux qu'eux, et ce n'était pas chose aisée. Ils ne pouvaient se procurer leur pétrole brut qu'en Extrême-Orient, qui était en fait trop éloigné, et les coûts et les difficultés de transport ne seraient pas rentables en raison de la faible demande. Mais cependant, les frères n'ont jamais abandonné. Ils n'avaient besoin que d'une seule opportunité, et si elle se présentait, ils étaient bien décidés à la saisir. Leur persévérance allait bientôt finalement porter ses fruits, et peu de temps après, la demande de carburant augmenta rapidement grâce à la commercialisation des moteurs à combustion interne à partir de 1886. Ils pouvaient alors commencer, finalement, à importer des produits pétroliers en Grande-Bretagne, une grande demande. Ils n'avaient pas de bateaux en propre et se sont donc tournés vers une flotte de bateaux à vapeur externe, et ce, pour pouvoir transporter de grandes quantités de pétrole. Mais peu de temps après, les frères ont voulu posséder leur propre pétrolier et ont donc fait construire le Murax. Une fois achevé, il est en fait rentré dans l'histoire comme étant le tout premier pétrolier à avoir jamais traversé le canal de Suez en 1892. Tous les sceptiques qui, à l'époque, avaient refusé de soutenir financièrement Marcus Samuel Sr. dans son idée commerciale hors du commun, se sont retrouvés avec des visages incrédules et des bouches ouvertes à la vision de ceci. Les frères Samuel ont en fait prouvé au monde entier d'un seul coup qu'ils étaient des entrepreneurs compétents et persévérants qui ne se sont pas laissés influencer par les sceptiques, le pessimisme ainsi que, finalement, la mort de leur père. Mais ce qui s'est passé ensuite, Marcus et Samuel ne l'auraient pas imaginé dans leur pire cauchemar. En effet, l'entreprise s'est rapidement développée et les bénéfices ont atteint des sommets jamais imaginés. Peu de temps après cependant, les frères ont dû constater que le gouvernement britannique avait le monopole des produits pétroliers et les vendait à des prix bien trop élevés. Les deux hommes décidèrent alors de construire leur propre raffinerie de pétrole afin de rester le plus compétitif possible. D'une certaine manière, il s'agissait d'une déclaration de guerre au gouvernement, car celui-ci n'appréciait pas vraiment l'arrivée d'une nouvelle entreprise sur son territoire et la considérait donc comme une menace. Ils ont donc décidé d'imposer des règles ainsi que des taxes plus strictes aux frères Shell afin de ralentir leur production et de réduire les ventes de leurs produits. Ces derniers se sont battus avec acharnement contre ces restrictions et ont tenté de maintenir leur production malgré les coûts trop élevés. C'était loin d'être facile et la construction d'une raffinerie de pétrole les plongerait en fait dans des dépenses supplémentaires, mais ils savaient que c'était également le seul moyen de se libérer de la dépendance du gouvernement britannique. Toujours décidés à se battre, ils ont suivi leur projet avec détermination et ont finalement investi énormément d'argent dans la construction d'une raffinerie à Anvers, en Belgique. Ils y sont finalement parvenus et la raffinerie de pétrole les a aidés à vendre leurs produits pétroliers moins chers et donc avec davantage de succès. Ils devinrent donc le concurrent le plus sérieux du gouvernement britannique et donc l'ennemi public numéro 1 en quelque sorte. La production tournait alors à plein régime et l'indépendance vis-à-vis de l'État s'accompagnait de la liberté à laquelle ils tenaient tant. Mais peu de temps après, en raison de la forte demande de pétrole, ils se sont vus de plus en plus confrontés au problème de l'acheminement des énormes quantités de pétrole en provenance toujours d'Extrême-Orient. La seule voie de transport vers l'Europe était en fait le dangereux canal de Suez, ce qui les obligeait à faire passer d'autres pétroliers par ce canal. Bien que leur fameux Murax ait réussi ce voyage audacieux, le fait de faire passer en permanence d'énormes pétroliers par le canal de Suez relativement étroit restait un risque énorme. Mais pourquoi ? En fait, avec une largeur de 215 mètres, le canal de Suez n'était certes pas si étroit, mais d'autres facteurs entrent également en ligne de compte. Les pétroliers sont lourdement chargés, leur immense poids les pousse vers le bas et, en cas d'accident avec une fuite de pétrole, cela aurait été une tragédie pour tout l'environnement aux alentours.
Rappelons brièvement d'ailleurs que Marcus Samuel Sr. voulait certes créer une entreprise d'extraction de pétrole, mais aussi créer des conditions favorables à l'environnement. Une marée noire, vous vous en doutez, n'aurait certainement pas été dans son intérêt. Les frères savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Mais ils n'avaient pas le choix, ils ont persévéré et ont fait face au danger d'un éventuel accident, en espérant toujours qu'aucune catastrophe ne se produirait et ne les plongerait dans des pertes plus importantes. Ils ont donc continué à réussir et ont rebaptisé leur entreprise Shell Transport and Trading Company. En souvenir du début de la vision commerciale de leur père, ils ont choisi comme logo d'entreprise une coquille de moule que nous connaissons tous, qui est toujours leur logo actuel. Il y a eu des moments où Marcus Samuel Jr. ne souhaitait rien d'autre que de se soustraire à la promesse qu'il avait faite à son père. Comme on l'a déjà mentionné un petit peu plus tôt, l'effort pour tenir cette promesse était immense sur leur vie personnelle, et Marcus voulait des fois reprendre son souffle. De plus, il n'était pas seulement un entrepreneur, mais aussi un mari et un père de famille heureux. Il voulait consacrer du temps et de l'attention à sa femme qu'il aimait plus que tout au monde. Il se souvint de l'année 1885 lorsqu'il était en voyage d'affaires et qu'il rencontra Fanny Elizabeth Benjamin. Cette jeune femme élégante lui plaisait, c'était certain. Elle était pleine de fierté, de grâce et l'emmenait dans un nouveau monde. Il sut tout de suite qu'il était tombé sous son charme et en vint à décider qu'il voulait cette femme à ses côtés pour le reste de sa vie. 5 années plus tard, les deux amoureux se marièrent et eurent ensemble 4 merveilleux enfants au cours des années qui s'ensuivirent. Marcus a apprécié la complicité avec sa famille et aurait donc aimé passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, mais il avait toujours une promesse à tenir. À contre-cœur, il a tout de même décidé de ne pas s'accorder cette pause et est retourné travailler pour Shell, plein d'énergie une fois encore. Il ne le regrettait pas car, pour les années suivantes, son frère avait plus que jamais besoin de lui. La recherche de sources de pétrole a mis les frères en contact avec la Royal Dutch Petroleum, une entreprise dont les origines remontent à la famille royale néerlandaise. En 1907, leur Shell Transport and Trading Company a en fait fusionné cette fois avec la Royal Dutch Petroleum Company des Pays-Bas afin de devenir cette fois la Royal Dutch Shell. Les frères ont osé faire ce pas afin de poursuivre leur expansion et de pouvoir construire des raffineries de pétrole dans d'autres pays. De plus, ils avaient désormais accès à des champs pétroliers en Indonésie cette fois ou en Roumanie, ce qui leur permettait d'accélérer la production de pétrole ainsi que de gaz naturel. Toutes ces étapes leur ont permis de gagner enfin leur indépendance vis-à-vis de la Russie et il semblait que personne ne pouvait plus maintenant les arrêter. Pendant la Première Guerre mondiale, le groupe Royal Dutch Shell devint le principal fournisseur de carburant de l'armée britannique. Une fois de plus, les frères Samuel avaient démontré leur sens des affaires ainsi que leur amour pour la vision de leur père. Mais il y avait toujours de nouveaux défis à relever. L'un d'eux était l'instabilité politique de certains pays. Le contrôle des ressources et l'accès au marché étaient essentiels durant cette période, et l'effort de guerre entraînait une pénurie de matières premières ainsi qu'une forte hausse des prix. Mais vous vous en doutez, les frères n'abandonnèrent jamais leurs rêves. Ils travaillèrent dur à la réalisation de leur plan et réussirent à surmonter cette épreuve. Ils croyaient aux rêves de leur père et voulaient le rendre fier tel qu'ils le lui avaient promis. Cependant, un peu de temps après, ils ont cette fois été confrontés à des problèmes environnementaux. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique a chargé l'entreprise des frères d'approvisionner les flottes de combat en pétrole. Cela entraînait malheureusement régulièrement des déversements de pétrole dans les ports ainsi qu'en mer. En outre, leur entreprise produisait de grandes quantités de carburant pour les avions de combat également. La production de ces carburants entraînait une pollution atmosphérique considérable dans les environs des usines. Étant donné que ces scandales environnementaux allaient à l'encontre de la vision et des projets de leur père, les frères voulaient agir rapidement. Malheureusement, ils n'avaient en fait pas la possibilité de changer quoi que ce soit à l'époque, et ces pistes se sont donc perdues dans les sables de la Première Guerre mondiale. Rongés par la mauvaise conscience et la culpabilité, Marcus et Samuel ont poursuivi l'idée commerciale de leur père et étaient finalement devenus la première compagnie pétrolière en 1920. La Royal Dutch Shell était connue cette fois dans le monde entier et tout le monde en parlait. Le chiffre d'affaires était toujours en hausse, mais Marcus Samuel avait vieilli. Les traces du passé, la lutte permanente pour surmonter les obstacles, réaliser le rêve de son père et braver les influences extérieures l'avaient marqué et affaibli. Il est finalement décédé en 1927, laissant l'entreprise aux mains seules de son frère. Quelques années plus tard, de nouveaux événements allaient ébranler le succès de l'entreprise.
Samuel a affronté les tâches avec courage et en se débrouillant seul, mais durant les années 1930, il a rencontré pas mal de difficultés, car cette fois le Venezuela a nationalisé ses champs pétrolifères. Cela signifiait pour lui qu'il devait accorder des conditions généreuses au gouvernement vénézuélien. Trop généreusement d'ailleurs, car les temps étaient durs. L'entreprise était en fait connue dans le monde entier et devait respecter des normes extrêmement strictes. En 1934, Samuel est lui également décédé, laissant son héritage entre les mains de Sir Robert Wally Cohen, un homme d'affaires juif anglais. Il avait obtenu un diplôme de chimie à l'université de Cambridge et travaillait déjà depuis 1901 pour la Shell Trading and Transport Company. En tant que collaborateur expérimenté et surtout employé fidèle depuis de nombreuses années, il devait avoir l'honneur de finalement diriger l'entreprise. Sir Robert avait certes obtenu le poste de direction, mais il avait également du mal à poursuivre la vision de la famille Samuel. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale éclata et la Royal Dutch Shell se trouva à nouveau en charge de l'approvisionnement en pétrole, cette fois pour les Alliés. L'histoire de la famille Samuel connut alors un certain déjà-vu. Une fois de plus, les visions du père fondateur ont dû être mises de côté, du moins en partie, et il a fallu composer avec les restrictions et les difficultés des temps de guerre, comme par exemple la destruction des raffineries ainsi que des pipelines de l'entreprise. Le directeur de l'entreprise a également surmonté cet obstacle, faisant confiance à son instinct ainsi qu'à son sens des affaires, en gardant toujours à l'esprit le rêve de Marcus Samuel Sr. Tout s'est finalement amélioré à la fin de la guerre. L'après-guerre a été une période de reconstruction et de redressement pour de nombreuses entreprises, dont bien sûr la Royal Dutch Shell. Bien que l'entreprise de Marcus et Samuel ait été mise sous pression durant la guerre et que certaines de ses installations aient été endommagées, elle a pu finalement se rétablir et se remettre rapidement sur pied. Mais alors, comment Sir Robert a-t-il réussi à l'époque à bâtir un géant du pétrole dans les ruines du passé ? Une invention heureuse devait finalement en être à la base. Après les années de terreur qui ont régné durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que du régime nazi, la paix tant attendue apporta un gros boom automobile. Doté d'un sens aigu des affaires, le directeur de l'entreprise a décidé de frapper fort. Il s'est développé en Afrique, a eu à sa disposition des bateaux mieux motorisés et a donc pu continuer à consolider sa position de premier fournisseur mondial de pétrole. On pourrait penser que la famille Samuel a bel et bien réussi à poursuivre le rêve du père Samuel après sa mort. Si on se souvient finalement des débuts de l'entreprise, lorsqu'un jeune homme travailleur seul emportait des coquilles de moules d'Extrême-Orient pour vendre des boutons en nacre, eh bien, imaginez l'ampleur de saut de l'entreprise qu'elle a pu réaliser en 100 années. Tout allait pour le mieux, mais malheureusement, une autre catastrophe se produisit. La Royal Dutch Shell allait bientôt devoir faire face à une crise qui allait mettre à rude épreuve la persévérance de la direction de l'entreprise. En effet, en 1973, une guerre de 20 jours éclata entre Israël d'une part et l'Égypte et la Syrie d'autre part. La guerre du Yom Kippour a déclenché une énorme crise pétrolière occidentale, principalement due au boycott des livraisons par les Arabes ainsi qu'à leur embargo sur le monde occidental. Le prix du pétrole a presque immédiatement été multiplié par 4 et pour l'entreprise, des temps difficiles ont à nouveau commencé, exigeant patience et force. Sir Robert Wally Cohen n'était évidemment pas le seul à avoir l'impression qu'un rêve était sur le point de s'achever. La population européenne devait également faire face à des pauses forcées, des interdictions de circuler et des mesures d'économie d'énergie strictes. Mais la Royal Dutch Shell avait déjà relevé trop de défis précédemment, avait grandi avec son idée commerciale et avait acquis la confiance de ne jamais abandonner. Dès lors, Cohen s'est senti obligé d'agir rapidement et a commencé à se concentrer sur de nouveaux marchés mondiaux. Il a développé des champs pétrolifères en mer du Nord ainsi qu'en Amérique du Sud. Financièrement, c'était une catastrophe, parce que les développements étaient coûteux, mais ils étaient tout de même indispensables, et c'est ainsi que le groupe a réussi, une fois de plus, à gagner son indépendance ainsi que sa liberté. La plateforme pétrolière de la mer du Nord allait faire les gros titres des journaux des années plus tard, mais à l'époque, elle lui permettait de s'approvisionner en pétrole sans restriction et d'être indépendant cette fois du Moyen-Orient. Pour ceci, Sir Robert a été fortement acclamé et respecté par le grand public en tant que chef d'entreprise, ce qui lui a donné la force de redonner aux gens leur rêve de mobilisation grâce à la vision de Marcus Samuel. On pouvait à nouveau utiliser sa voiture sans restriction et aller chez des amis ou au parc le week-end. On peut dire que c'était très clairement le mérite de la famille Samuel qui, même dans les moments les plus difficiles, n'avait jamais abandonné et avait toujours trouvé les meilleures solutions.
Mais la satisfaction, en particulier celle de la population européenne, ne devait pas durer indéfiniment. En effet, au cours des années 1990, les gens prirent conscience des problèmes environnementaux grâce aux reportages des médias, aux campagnes telles que la vague verte ou encore grâce au rapport Les limites de la croissance qui a été publié en 1972. Celui-ci mettait en garde contre les conséquences d'une croissance économique et d'une consommation de ressources incontrôlées. Les populations ont donc commencé à réfléchir aux questions environnementales cette fois et ont donc pris conscience de la nécessité de protéger et de préserver l'environnement. Ainsi, le respect et la sympathie envers la Royal Dutch Shell, un énorme groupe pétrolier, a commencé tout doucement à s'estomper. Soudain, les successeurs des frères Samuel, en tant que plus grands fournisseurs de pétrole du monde, se sont retrouvés au centre de l'intérêt public et ont dû faire face à des questions de protection et donc de sensibilisation à l'environnement. Leurs activités au Nigeria en particulier ont été placées sous les feux de la rampe à l'époque. La situation s'est en fait aggravée lorsqu'ils ont été accusés d'être co-responsables de l'exécution de 9 écologistes nigériens. Les dirigeants de l'entreprise ont soudain dû faire face à une toute nouvelle dimension et leurs obstacles du passé ont semblé devenir finalement insignifiants. Le grand public est la plus grande source de pression. Ils n'auraient en fait jamais imaginé être un jour confrontés à une telle accusation, mais avaient-ils bel et bien du sang sur les mains ? Pendant 20 ans, la compagnie pétrolière a rejeté toute responsabilité au sein de cette affaire. Pourtant, selon Amnesty International, Shell a bel et bien participé à de nombreux meurtres, tortures et viols perpétrés à l'époque par des organisations paramilitaires, au Nigeria toujours. On peut bien sûr supposer que la direction de l'entreprise était au minimum au courant des atrocités qu'elle supportait et n'a rien fait en quelque sorte pour les empêcher. Il a finalement été prouvé que les successeurs de Cohen avaient continué à insister sur le soutien militaire, bien que l'on ait déjà appris que les forces de sécurité assassinaient des protestants de manière atroce. L'entreprise s'était définitivement tournée vers le côté obscur du pétrole. Les protestations mondiales contre l'exécution ont cette fois renforcé les mouvements de protection de l'environnement dans le monde entier, et donc l'attention s'est portée non seulement sur l'exécution douteuse de certains écologistes, mais aussi sur les questions environnementales liées à l'entreprise pétrolière dans le monde entier. Les dirigeants de l'entreprise se sont alors souvenus du fondateur, Marcus Samuel Sr., qui avait une vision d'un fournisseur de pétrole respectueux de l'environnement il y a près de 150 années, bien longtemps avant que cela fasse la une des journaux. Ils ont donc commencé à repenser leur stratégie. Ils se sont fixés pour objectif de réduire l'impact environnemental de l'entreprise et ce, tout en poursuivant leurs activités. Ils ont investi donc dans de nouvelles technologies et de nouveaux processus afin de réduire leurs émissions et d'optimiser leur consommation d'énergie. Une étape extrêmement importante a été l'introduction des carburants plus écologiques, comme par exemple le biodiesel ainsi que l'éthanol dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ces carburants étaient moins nocifs pour l'environnement que les carburants traditionnels et contribuaient donc à réduire les émissions de CO2. La Royal Dutch Shell a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements ainsi que les organisations environnementales afin de faire avancer ces initiatives environnementales. Les entrepreneurs ont réalisé qu'ils pouvaient faire plus ensemble que seuls, que l'entreprise avait un impact important sur l'environnement et qu'il était de leur responsabilité de minimiser cet impact. En mémoire du fondateur décédé, ils ont réalisé sa vision d'une entreprise pétrolière respectueuse de l'environnement, sont devenus des pionniers dans le secteur et ont ensuite établi des normes pour les autres entreprises à l'avenir. Grâce à leurs efforts, Royal Dutch Shell a fait de grands progrès en matière de protection de l'environnement au cours des années 1990. Les 9 hommes exécutés par l'armée étaient membres de la communauté de l'Ogoni et s'étaient activement opposés à l'exploitation pétrolière de la compagnie au sein de leur pays. L'entreprise Shell de la famille Samuel avait en fait extrait du pétrole dans le delta du Niger pendant de nombreuses années et l'exploitation pétrolière avait détruit le pays et plusieurs communautés pendant plus de 50 années. Les conditions de vie du peuple Ogoni qui y vivèrent ont été durablement affectées. Aujourd'hui encore, l'eau potable est polluée par le pétrole et l'agriculture est impossible en raison des flaques pétrolières dans les sous-sols. La communauté Ogoni avait protesté pacifiquement pendant plusieurs années et s'était opposée à la destruction de sa patrie et de son environnement, la faune et la flore. Mais le gouvernement ainsi que Shell avaient ignoré leurs revendications et les avaient considérées comme une menace pour les intérêts commerciaux. C'est ainsi que ces 9 hommes ont finalement été arrêtés et ensuite condamnés à mort.
Les familles des condamnés étaient dévastées et savaient que leurs proches étaient des protestants innocents ainsi que pacifiques, mais ils étaient impuissants face à la puissante combinaison du gouvernement et de la Royal Dutch Shell. L'opinion publique mondiale a réagi avec horreur à ces exécutions, mais rien n'a changé pour la communauté Ogoni. Pour faire preuve d'humanité et de compréhension envers les veuves des hommes exécutés, ainsi que pour avoir la conscience tranquille vis-à-vis des fondateurs décédés, la direction de l'entreprise a souhaité verser une indemnité de 15,5 millions de dollars aux survivants. Mais le tribunal néerlandais a rejeté cette demande. Il ne pouvait donc pas y avoir de répartition. Mais plus tard, la Royal Dutch Shell a payé l'équivalent de près de 95 millions d'euros de dommages et intérêts pour les catastrophes pétrolières qu'elle avait provoquées au Nigeria et qui étaient dues à l'exploitation pétrolière de l'entreprise. Cette répartition a donné aux dirigeants de l'entreprise le sentiment de poursuivre le chef-d'œuvre de Marcus et Samuel en toute bonne conscience, même vis-à-vis des victimes. Malheureusement, le delta du Niger ainsi que les villages aux alentours resteront tout de même détruits pendant de nombreuses années. Outre la destruction de l'environnement au Nigeria ainsi que les actes de cruauté commis sur des Africains innocents, les dirigeants de l'entreprise doivent répondre, jusqu'à aujourd'hui encore, de nombreuses autres affaires. L'une d'entre elles est l'éradication d'une magnifique baie des Caraïbes. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Sir Robert Cohen a été confronté au problème suivant. La production d'énormes quantités d'un produit pétrolier léger, à savoir le carburant pour les avions de combat, a fait chuter la demande de fioul lourd. En conséquence, les raffineries Shell produisaient de grandes quantités d'asphalte qui était un sous-produit du pétrole. C'est alors que Cohen a eu l'idée grandiose de faire disparaître cet asphalte dans les zones marécageuses de la baie de Busque et a donc fait déverser jusqu'en 1953 environ 1,5 à 2 millions de tonnes de déchets dans l'eau. Ce lac est encore appelé aujourd'hui Asphalt Lake. Que dirait la famille Samuel à ce sujet ? Mais l'ancien directeur de l'entreprise n'est pas le seul à avoir été démasqué comme étant sans conscience. On connaît d'ailleurs tous le fameux dicton « l'argent mène le monde ». Il n'est donc évidemment pas surprenant que Shell soit également impliqué dans différents scandales financiers. L'un d'entre eux, c'est la tentative d'échapper au paiement des impôts, un thème assez récurrent pour les grandes entreprises. Avec une arrogance incroyable, les dirigeants de Shell ont affirmé que les pays dans lesquels le groupe opère devaient profiter de leur présence. En réalité, ils ont reçu en 2016 d'immenses remboursements d'impôts nets pour plus de 170 entreprises, tant du Royaume-Uni que de l'Allemagne. Ces agissements ne sont peut-être pas illégaux en tant que tels, mais ils sont tout de même immoraux. Les habitants des pays en développement auraient, évidemment, désespérément besoin de l'argent des impôts ainsi récoltés. Ce n'est pas à eux d'en être exonérés. L'impuissance des petits gens ordinaires face à la plus grande multinationale pétrolière du monde reste frustrante. Chacun devrait être conscient que de telles affaires suscitent le mécontentement dans les pays concernés. Par ailleurs, Shell dépense chaque année 22 millions de dollars en lobbying contre le changement climatique, est accusé de corruption au Nigeria et est également impliqué dans la corruption d'un ancien ministre du pétrole. Il semblerait que la chaîne d'accusation ne s'arrête pas ainsi, et de gros titres négatifs sur des années de destruction de l'environnement, d'humiliation et d'infiltration scandaleuse font oublier aux gens qui était le fondateur louable et quelles étaient les intentions de Samuel. Marcus Samuel Sr. avait été un pionnier de son équipe et avait pour vision de créer une source fiable afin de répondre aux besoins croissants du monde entier en combustible. Ses deux fils, Marcus et Samuel, ont grandi dans leur devoir en accordant une énorme importance à la morale et aux bonnes intentions de leur père. Ils ne voulaient pas seulement créer une entreprise rentable, mais également apporter une contribution positive à la société. Voilà qui est tout pour notre documentaire sur Shell, l'entreprise qui nous a donné de l'essence, du pétrole et beaucoup de maux de tête également. Quoi qu'il en soit, si tu souhaites tout de même continuer à être fidèle à ta voiture, eh bien, abonne-toi à notre chaîne pour toujours plus de contenu informatif et divertissant. Et qui sait, peut-être que nous trouverons bientôt une alternative plus écologique à Shell. D'ici là, on dira que keep on trucking. En guise de récompense, l'algorithme de YouTube a sélectionné pour toi ces 2 vidéos qui te correspondent parfaitement.